Sandrine Zaideroff. Je voulais vous entendre un peu plus, Madame Rouguera, sur la souffrance, parce que j'entends de ne pas accepter cette souffrance-là, mais en même temps, dans votre discours, j'entends une partie qui dit, oui, l'accepter comme une étape de nos vies à tous. Comme intervenant, on vit avec la souffrance des familles. Vous semblez en savoir beaucoup sur le sujet, donc je voulais vous entendre un peu plus. Moi, je trouve que l'Occident est malade de refuser de manière absolue la souffrance. Je ne dis pas qu'il faut la désirer, mais que des fois... Attends, je veux m'expliquer. On a tous voulu protéger nos enfants de la souffrance. Je ne connais pas quelqu'un qui a réussi. Si vous en connaissez, montrez-le-moi. Donc, je pense qu'il y a une part de notre travail qui a comme fonction d'abolir les causes de la souffrance qui sont d'iniquité, une autre part qui est de soulager la souffrance, de la soigner si c'est possible, une autre part qui est de l'apprivoiser, d'apprendre quelque chose de ce qui est en train de nous arriver. Parce que tout ne peut pas être évité. Et moi, quand je dis que je trouve que l'Occident est malade, c'est que ma fille est allée en Afrique, puis elle me disait, mais maman, comment ça donc là-bas, ma fille travaillait à l'époque dans un centre de prévention du suicide. Puis elle va en Afrique pour un projet, puis elle revient et dit, les gens, ils sont pauvres, mais ils sont souriants, puis ils ne veulent pas mourir. Comment ça donc? Et j'ai l'impression que l'espèce de consensus social qu'on ne devrait jamais souffrir ne nous aide pas à apprendre ce que nous avons à apprendre de ce qui arrive. Pas de la souffrance en tant que telle, mais de la vie. Parce que la vie, des fois, elle ne fonctionne pas comme nous le voulons. On ne peut pas tout enlever, même les médecins n'enlèvent pas tout. Qu'est-ce que je fais, moi, avec les miens qui sont morts? Il n'y a personne d'entre vous qui peut me les rendre. Il faut que j'apprenne à faire quelque chose avec cette chose-là. Puis il faut que j'apprenne à mes enfants à faire quelque chose avec ce que les deuils de leur mère leur ont fait à eux. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous voyez des immigrants qui ont des syndromes post-traumatiques absolument épouvantables et des enfants qui vivent avec des parents abîmés comme ça. Il y a des choses qu'on peut soigner, il y a des choses qu'on peut guérir, il y a des choses qu'on peut éviter, puis il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on ne peut pas éviter? Et c'est là où je pense qu'il y a un travail éducatif à faire sur cette question-là. Et la résilience, pour moi, commence là, à accepter ce que je ne peux pas éviter. Vous avez tous les deux démontré la simplicité de la compréhension des interventions on peut faire, qui fonctionnent pour enlever la souffrance des enfants et les mettre sur un chemin de développement normal. Comment ça se fait dans notre société qu'on est prêt de dépenser des milliards de dollars pour soigner peut-être moins de 1% de la population qui est malade, mais on ne veut pas installer un service qui fonctionne pour au-delà de 30% des enfants qui souffrent au Québec. Je vais te laisser répondre en premier. Ben, c'est parce que ça risque d'être long, là, puis on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être je peux évacuer la question. Non. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi, ça fait 40 ans que j'essaie de... En tout cas, il y a des pistes intéressantes, là. Il y a des ouvertures qui arrivent, mais ça a pris 40 ans. Mais on commence à s'intéresser à ce qu'on fait, qui est dans ce mode. Puis pas juste nous, là, il y a plein de gens qui font ça aussi, mais ça n'a jamais été très valorisé. Tu sais, je prends juste des groupes communautaires qui font ça aussi, c'est sûr, dans leur milieu, mais qui n'ont jamais été trop valorisés, qui ont été maintenus dans la pauvreté, puis
mais qui comble une lacune importante de notre société, puis sans être reconnu vraiment. Donc, on a été un peu dans ce modèle-là, même si on est plus riche que la plupart des groupes communautaires, mais on rend bien ce qu'on reçoit parce que les enfants qu'on voit en général se remettent vite, pas à oublier leur souffrance, mais quand on construit avec un enfant qui a été extrêmement souffrant, ou une famille, puis par accompagnement, mentoring, on les amène à regarder en avant, puis de voir ce qui est beau qui s'en vient, particulièrement le développement de leur enfant quand ils progressent là, avec de l'aide. Mais là, on vient de sauver à l'humanité d'abord des enfants qui risquent de se suicider ou qui ne seront pas utiles à la société, puis on vient de créer du capital social. Donc, mais il faut le faire au jour le jour, un enfant, une famille à la fois, on ne s'en sort pas. Puis surtout, il ne faut pas s'apitoyer sur la souffrance. On vit avec des gens extrêmement souffrants. Puis quand on sort de la clinique, c'est lourd. Tout le monde est fatigué, puis on en parle peu à la fin de la clinique. On reste avec ça, mais on trouve chacun nos moyens de passer à autre chose en se disant, bien là, au moins celui-là aujourd'hui, celle-là aujourd'hui qui a fait du chemin, il y a telle famille qui est venue nous voir, qui a complètement changé en quelques mois. Donc on marche sur des choses comme ça. Puis je voulais juste souligner que la souffrance, elle est malheureusement présente, personne qui peut s'en sortir, mais il faut éviter de tomber aussi dans les pièges des religions, dont la religion catholique à l'époque qui disait qu'il fallait l'applaudir, puis que c'était comme ça, puis tant pis pour toi, dire quelque part. Ça, il faut éviter de revenir dans des notions comme ça. Donc, vous l'avez très bien dit, il faut faire des deuils, il faut avancer. Et surtout, si on est accompagné, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est là que l'humanité est importante. C'est quand elle vient accompagner les gens qui souffrent et qui n'ont pas de chance comme nous, on peut en avoir. Madame Rouguera. Moi, je pense qu'on est à une époque particulière qui demande un changement de culture et de paradigme. Mais une rupture, une vraie. Je pense que le système dans lequel nous sommes, le système de pensée dans lequel nous sommes, il nous a donné le maximum qu'il pouvait nous donner, il commence à nous donner le pire de ce qu'il peut nous donner. J'ai un ami aujourd'hui qui m'a envoyé une revue où des collègues à moi viennent de publier, ça s'appelle l'aggravation des inégalités. Et ils disent ça, l'inégalité nuit gravement au bien-être. L'altruisme est désormais décliné à l'envie, aux disparités de revenus, les asymétries de patrimoine, la concentration des richesses qui génèrent des sociétés moins prospères, plus vulnérables et moins durables. Or, l'exact opposé des promesses de la doxa libérale, selon laquelle l'accumulation des nantis finit par percoler, dépeindre sur les plus modestes, l'aggravation des inégalités enregistrées ces dernières décennies entre pays et à l'intérieur de la plupart de nos pays s'impose comme l'effet sociétal majeur de la globalisation de l'économie et signant cela l'échec du modèle de développement planétaire unique et inefficace. Et j'ai l'impression que nos structures de pensée, nous pensons à l'intérieur de ce modèle-là, nos banques fonctionnent dans ce modèle-là, nos systèmes fonctionnent dans ce modèle-là, et si on n'ose pas un pas de danse à côté, qui peut inventer autre chose, je ne suis pas sûre qu'on va s'en sortir. Parce que Madame la ministre est ici, je vais profiter de sa présence pour passer un message important. Madame? Très bien. On va voir qu'est-ce que ça passe après. Quelqu'un avait dit un peu plus tôt aujourd'hui que les données probantes sont pour la classe politique, que les autres y comprennent déjà. Ils n'ont pas de données probantes pour prouver ce qui est évident.
Alors, ce qu'il nous faut au Québec, c'est avoir des politiques publiques qui vont valoriser le travail que vous faites et de le rendre disponible partout où on en a besoin. On a fait ça pour les scanners, le traitement de la leucémie et toutes sortes de choses dont la minorité de la population souffre, mais pour la majorité, on n'a pas fait beaucoup. Et en plus, étant donné que les données probantes nous démontrent qu'un investissement de $1 donne un coût de revient de 16, mais pas dans votre prochain cycle politique, mais une génération, il faut voir plus longtemps. Alors moi, j'attends pour voir si notre gouvernement va se lancer dans cette voie qui va vraiment bénéficier un nombre de la population beaucoup plus grand et va investir dans l'infrastructure sociale dont vraiment dépend notre économie. Merci. Madame la ministre va avoir le retour de parole très bientôt. Alors, on répond à cette question-là tantôt. Ben, c'est bon. Très bien. Donc, on va y revenir tantôt. Nous, on va s'occuper de travailler des centres de pédiatrie sociale ensemble. Excellent. Donc, pour conclure, ce slow dating, moi, ce que je constate, Madame Rouguera, Dr. Julien, ce qui vous caractérise, votre humanité, votre intégrité, l'instinct, votre persévérance dans les deux cas, et peut-être un petit peu provocateur, provocatrice à vos heures. C'est un match parfait. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Merci aux participants aussi.